Hein, et les vassaux, lui, il va remorceler son domaine et il va les donner à ferme, à des paysans. C'est là que le terme ferme ne veut pas dire exploitation agricole. Hein. Ferme veut dire un mode de prêt avec rémunération. On parlait des fermiers généraux. Hein. Quand on dit on loue à ferme, c'est-à-dire, voilà, je te file ce lopin de terre, il y a une masure dessus, hein, voilà, et toi, tu l'exploites et tu me dois la moitié de ce que tu as, la moitié ou je sais pas combien, de ta récolte. Mais sinon, tu fais ce que tu veux. Et la ferme, elle est transmissible de père en fils. Ça s'appelle une ferme. Ça s'appelle louer à ferme. Louer à ferme, et c'est devenu voilà. une ferme. Et donc, le type qui loue à ferme, on l'appelle un fermier. Et donc, c'est devenu, par métonymie, une exploitation agricole. Mais ça ne veut pas dire une exploitation agricole au départ. Parce qu'au départ, on pouvait louer à ferme pour autre chose, alors que les... Tu peux louer à ferme n'importe quoi. D'accord. Hein, n'importe quelle charge. Voilà. D'accord. Hein. Et donc, là, cette société est morcelée, et donc, la guerre n'est plus une affaire de grande organisation. Il y a des petites organisations. Hein, je veux dire que l'organisation de base tu peux regarder, là, tu mets la 2-4. Hein, hein, donc ça, c'est... Voilà. Donc ça, c'est un conroi, ce qu'on appelle un conroi. Conroi. C'est pas convoi, c'est conroi. Un conroi, c'est un peu la manipule médiévale. Et donc, c'est quoi un conroi? C'est un groupe de entre 6 et 20 chevaliers. Ce sont des chevaliers, donc des nobles. Hein. Alors, donc ça c'est des Normands. Ils n'ont pas encore la bannière. D'accord. Les Normands, alors précisons, les Normands, parce que c'est quand même des Vikings de base qui sont... Oui, mais ces Normands, ils sont francisés. Ils sont francisés ensuite et christianisés. Ouais. Et donc, mais donc là, quand ils arrivent en Angleterre, ils sont déjà dans le système féodal et dans le système du conroi. Donc, ce groupe-là, ce sont des gens qui sont toujours ensemble, hein, ils combattent pour un seigneur, et surtout, c'est une équipe, comme une équipe de foot, qui va dans les tournois. Le tournoi est quelque chose d'extrêmement important pour l'entraînement de ces gens-là. Tu vois, hein. Et donc, au début, les tournois, c'est une simulation, c'est la guerre. En fait, au début des tournois, il meurt plus de chevaliers dans les tournois qu'à la guerre. Hein. Donc, en fait, ils décident, voilà, il y a des équipes, comme des équipes de foot, hein, et puis il y a un grand terrain qui est délimité, puis là, on va se battre. Et donc, le but de ça, c'est de faire prisonnier l'adversaire. Le but, c'est pas de le tuer, mais comme il se tape très fort sur la tronche, il y en a qui meurent, et c'est de le faire prisonnier, et celui qui est prisonnier, ben, il paye. Une rançon. Il paye une rançon. Comme à la guerre. À la guerre aussi, on paye une rançon. Donc, c'est un peu la même chose. Et donc, le conroi, c'est une formation de cavaliers. Alors, comme dit, les Romains, ils n'étaient pas très bien à cheval, mais depuis qu'on a inventé les étriers, enfin, c'est pas les étriers, on a inventé depuis longtemps, mais depuis qu'ils arrivent en Occident, de Chine, via les Arabes, etc., eh bien, la cavalerie devient quelque chose d'efficace. Hein. La cavalerie est donc la cavalerie lourde. Là, on voit qu'au début, tu vois 2-1, tu vois les Normands, comment ils attaquent. Ça, c'est la tapisserie de Bayeux. Hein. Tu vois, ils ont la lance, la bataille de Hassie, ils ont la lance au-dessus, tu vois. Oui. Ils ont la lance au-dessus. Oui, ils ont la lance au-dessus, oui. Voilà. Et puis, ils peuvent la lancer comme un javelot. C'est encore une lance. Tandis que, tout de suite après, la lance, ils vont la tenir sous l'aisselle. Voilà. Tu prends la 2-3. Voilà.
la 2-3, il tient la lance sous l'aisselle. Et donc, ce conroi devient un groupe de choc. Là, c'est la première fois que le cheval est l'instrument du choc. Hein? C'est plus un choc de type à pied avec des boucliers, c'est des bourrins qui se rentrent dedans, les pauvres bêtes. D'accord. Hein? Et voilà, donc il y a deux groupes qui se rentrent dedans. Les Normands donc révolutionnent un peu l'art de la guerre alors. Les Normands révolutionnent un peu l'art de la guerre et puis cette forme d'organisation va se répandre. D'ailleurs, ça leur permettra de conquérir l'Angleterre, l'Irlande, la Sicile, ils vont le sud de l'Italie, etc. Ils vont aller très très loin, les Normands. Voilà. Ils vont faillir conquérir, il paraît, Constantinople. On était à 2 doigts. Ah ouais, à 2 doigts. Hein, et là, on voit, alors, là, tu prends la 2-5, donc il y a l'idéologie du choc de deux groupes de combattants. Hein, donc ça, on voit, c'est déjà la fin du XVe siècle, mais l'idéologie reste la même. On voit que c'est la fin du XVe siècle du fait des casques. Les casques, hein, oui. Hein, bon, qui sont fermés, ces casques-là ont été mis au point après 1450. Et on voit, donc ça, c'est issu des chevaliers de la table ronde, ces deux groupes de combattants à la lance. Hein, et puis, il y a effectivement, toujours le mythe des femmes, on en a parlé beaucoup. Hein, il y a dans tous ces combats, qu'ils soient réels ou supposés, ou même si c'est la guerre, il y a toujours les femmes qui regardent. Ça, c'est quand même quelque chose qui est quand même extraordinaire dans ce type de civilisation. Bon, donc on va pas trop... alors, juste pour dire un mot, quand même, donc on sait que l'idéologie du combat, c'est l'honneur. Ouais, c'est important, ça. Voilà. Ouais. C'est pour l'honneur. Donc, on ne se cache pas, on n'a pas de tactique, on s'affronte en choc. Hein, et donc, c'est celui qui est le plus fort qui gagne. Ouais. On fait attention à son corps, les gens sont musclés, ils sont pas gros, si tu veux, et ils s'entraînent perpétuellement. Perpétuellement, ils s'entraînent. Hein, parce que quand on voit, par exemple, ce travail en conroi, où il faut tourner, tu vois, tu as la ligne de chevaux, puis ils tournent tous en même temps, c'est-à-dire que hein, et ils tiennent la lance, et souvent, donc, ils guident le cheval par les genoux, tu vois. Donc, du point de vue de l'équitation, c'est un sacré boulot. Hein. Qu'ils aient la cotte de maille ou l'armure de plate, c'est à peu près le même poids. Ils ont ça sur le dos, ils ont le bouclier. Donc on va voir donc l'équipement, tu vois, de 7, on voit en gros l'évolution de l'équipement, hein, à peu près. Là, à l'extrême gauche, c'est le XIe siècle, 12, 13, 14, 15. Tu vois, donc l'armure de plate, elle arrive qu'à la fin du Moyen-Âge, hein, l'armure de plate. Quand on dit le chevalier en armure, ouais, c'est le chevalier, faut dire le chevalier en cotte de maille. En armure, c'est à la fin. Bon. Donc, j'avais un petit film, mais je ne peux pas tout montrer, des types qui ont refait des armures. Hein, ils font des roulés-boulés, ils montent à l'échelle et tout. Les types, ils étaient bien dans son armure parce que c'était bien réparti, le poids. Mais bon, on va essayer d'aller vite. Et donc, l'autre arme, hormis l'homme lui-même, qui est une arme, la grande arme de cette période féodale, c'est le trébuchet. Tu prends la 2-17. Hein. Alors, puisque la plupart des combats sont des combats, il y a très peu de batailles rangées, hein, on en a fait pas beaucoup, et d'ailleurs il y a peu de monde. Hein, alors le trébuchet, ça vient des Arabes, c'est ça, ou de Chine? Je pense que ça vient des Arabes, ouais. Et donc donc c'est une arme donc qu'on voit bien, qui est dans la Kingdom of Heaven, là on les voit bien comment ils fonctionnent. C'est une espèce de fronde en fait. Hein.
hyper puissante, beaucoup plus puissante qu'une catapulte, c'est ça, hein. Ah bah, c'est rien, c'est beaucoup plus puissante. Donc on a refait des trébuchets qui balancent des boulettes de 200 kg à 200 mètres. Hein, et qu'ils arrivent à peu près à 200 km/h. Donc, si vous voulez, il n'y a rien qui résiste. Ouais. Donc, la puissance de l'impact est supérieure au canon qu'on fera après, quoi. Ah ouais, donc, c'est pour ça qu'on va les garder pendant longtemps. Et puis, on s'est aperçu qu'avec un même poids de boulet et de contrepoids, le boulet arrive toujours au même endroit. Tu vois ? D'accord. Donc, quand il va taper sur un endroit de la muraille, on va choisir de taper dans des latrines ou dans des endroits comme ça. Ça va l'abîmer, ça va puis, et donc, le truc va s'écrouler. Ça, c'est la grande arme. Donc, à partir de là, il n'y aura plus de, on va dire, de villes qui soient complètement à l'abri, même avec de hautes murailles. À partir de là, on n'est plus du tout protégé par les murailles. En général, les places fortes sont toujours prises. Hein. Voilà. Et donc, on va arriver à cette affaire donc d'idéologie militaire, parce que là on parle d'idéologie militaire complètement contradictoire entre les Français et les Anglais, et on verra que ça c'est un peu toute l'histoire de la guerre. Ouais. Y a la guerre entre ceux qui veulent gagner des batailles et ceux qui veulent gagner la guerre. Il y aura toujours un peu cette contradiction qui va aller jusqu'à Hitler, hein, Napoléon, qui gagnera plein de batailles, qui perdra la guerre, et Hitler, c'est pareil, qui va gagner plein de batailles, qui va perdre la guerre. Alors tu me disais qu'il y a ceux qui disaient justement l'inverse, qui disaient il faut gagner la guerre, on s'en fout de gagner des batailles, et c'était plutôt les Russes qui étaient... Alors les Russes, eux, c'est le contraire, eux, ils s'en foutent de gagner des batailles, eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner la guerre. Voilà, donc ça, on verra tout à l'heure, si on y arrive jusque-là. Et donc, là, eux, si les Français combattent dans un système idéologique bien fermé, bien codifié, pour l'honneur, avec des héros, tu vois, quand ils sont à la guerre, il y a des héros qui notent, hein, machin, il s'est bien conduit. Et si le comte de Trucmuche, il a tourné bride, il est parti, c'est fini, quoi. Il est complètement déconsidéré, alors vaut mieux qu'il soit mort. Et donc, ces chevaliers sont un peu comme les Gaulois. Ils préfèrent mourir que de faire de la stratégie. Ou de faire de la stratégie, ou s'enfuir. S'enfuir, oui. Voilà. Alors, donc, mais notre perfide Albion, qui a toujours été... elle s'en fout de tout ça. Hein, elle se dit, moi, je suis là pour tuer l'ennemi, et je suis pas là pour m'emmerder avec ces conneries. Hein. Et donc, eux, ils développent une stratégie pour tuer le plus d'adversaires. Alors que, du côté du seigneur féodal, il ne faut pas tuer l'autre. L'autre, d'abord, c'est des sous. Quand tu le prends, ça fait de l'argent. Puis ça se fait pas. C'est pas noble. Donc, on ne tue pas son adversaire. Tandis que les Anglais, eux, ils s'en tapent. Donc, ils développent une arme absolument redoutable qui s'appelle le longbow. Tu prends 2,23, mais enfin, c'est un arc tout à fait normal, mais il est en bois d'if. Et donc, le bois d'if a une capacité de détente extraordinaire, hein, qui est un peu identique aux arcs composites des peuples d'Orient. Tu vois, il fait près de 2 mètres de haut. Il fait 2 mètres de haut, cet arc? Ouais, c'est le longbow. Le fameux, oui. Le fameux longbow. Et alors, il est armé avec, tu prends 2,25, des pointes Bodkin. Alors voilà, ça c'est les pointes Bodkin. Alors déjà, une pointe de flèche comme ça, le forgeron, il en fait une à la minute. À peu près. Hein, donc, le mec qui a essayé de les refaire, quand tu es bien entraîné, tu en fais une à la minute. Donc, on en fait des quantités extrêmement importantes. Elles sont très simples à faire. Et donc, elles sont très effilées. Elles sont en section carrée et bien graissées, de telle sorte qu'elles puissent pénétrer les côtes de mailles et les armures. D'accord. Hein, voilà. Et donc, la technique de nos chers amis anglais est de balancer un nuage de flèches. Hein, à Azincourt, c'est 5 tonnes de flèches qu'ils ont balancées.
Tu vois? Et à Crécy, c'est un peu moins, mais à peu près pareil. Donc c'est un nuage qu'ils envoient, et avec des archers qui se cachent. Eux, ils n'ont pas... Ils s'en foutent. Ils sont pas nobles, c'est des paysans, donc ils se cachent. Hein. Donc, alors pour un noble, c'est interdit d'utiliser l'arc et des flèches. Hein. Complètement interdit. Il n'a pas le droit. Ah ouais. C'est pas une arme nobiliaire, c'est une arme de vilain. Voilà. Et donc, là on voit par exemple, à la bataille d'Azincourt, tu prends la 2,29, hein, à la bataille d'Azincourt, ces salopards d'anglais, il n'y a pas de mots, hein, et ils étaient cachés dans les bois de part et d'autre. Tu vois? De part et d'autre, des espèces de goulets. Voilà. Et là, à la bataille d'Azincourt, il y a les pertes de la chevalerie française, c'est 50%. Ouais, on dit que la noblesse va être complètement, elle va disparaître. On va disparaître à cette bataille. Voilà. C'est pour ça que finalement la guerre nobiliaire va trouver va trouver ses limites. Là, tu vois, et à partir de ce moment-là, les rois de France, où ils continuaient ce genre d'idiotie, et puis là on parlerait l'anglais, là, tous les deux. Ah non, on parlerait peut-être français, c'est eux qui parleraient français, donc c'est ça la différence. On sera anglais, mais eux, tout le monde parlerait français. Ouais, parce qu'à l'époque, ils parlaient français. Bon, donc tout le monde parlerait français, mais on sera anglais, voilà. Donc voilà le problème. Mais voilà, donc à partir du moment où il n'y a eu plus de nobles pour faire la guerre, parce que ils ont disparu par connerie, quoi. C'est un peu, comment dirais-je, une disparition naturelle, hein. Ouais. Voilà. Et donc on en termine avec la noblesse. Alors il y aura encore à Verneuil, ils prendront la pilule à Verneuil, pour la même raison. En plus, ils n'étaient pas disciplinés, il n'y avait pas de commandement. Chacun faisait ce qu'il voulait. Ah oui, parce que tout le monde est noble, alors chacun fait ce qu'il veut. Tu vas pas dire à un noble, ah bah non, il faut pas que tu ailles à l'attaque. L'autre il dit, ah non, je vais à l'attaque. Non, j'ai rien à foutre, il est à l'attaque. Donc il n'y avait aucun commandement vraiment, en fait. Non. Pas vraiment. Les premiers commandements, la première armée sérieuse, donc ça seront les compagnies d'ordonnance de Charles VII qui va faire des armées de métier. Hein, à la fin de la guerre. Et donc le premier grand chef militaire, c'est Arthur de Bretagne, duc de Richemont, qui sera maréchal de France, qui lui va vraiment organiser une armée avec surtout une artillerie. C'est au XVIIIe siècle, ça aussi. Hein, c'est au XVIIIe, Richemont. Non, c'est la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans. Voilà. Donc c'est Jeanne d'Arc qui rabiboche Richemont par l'intermédiaire de Yolande d'Aragon, qui était de la famille de Richemont et qui arrive à réimposer Richemont contre la Trémoille et qu'ils essayent d'assassiner. CF, l'émission sur les femmes. Donc c'est elle qui fera tout. Et donc elle va finalement amener à révolutionner la guerre. Alors on va passer... Voilà, tu vois, il y a quelqu'un qui me ressort, je sais pas si tu te rappelles, j'avais déjà sorti cette affaire de doigt d'honneur, et que le doigt d'honneur, ce serait les archers anglais qui disaient ça aux Français pour dire, voilà. Et quelqu'un me le ressort, là, c'est marrant, tu vois, on me le dit. Moi, je sais pas quoi penser, mais en tout cas... Ouais, j'en sais rien. Et donc, c'est à la bataille de Patay, parce que c'est la première fois qu'on met la pâtée à Patay, aux Anglais, après Orléans, hein, que les Français, après je ne sais combien d'années, ils se disent, ah ben on va d'abord s'occuper des archers, quoi. Donc ils contournent les archers, et là, ils massacrent les archers, parce que les archers, c'est des archers, mais c'est des paysans, ils ne savent pas combattre, hein. Ils n'ont rien, ils ont une épée comme ça, mais... Oui, ils peuvent tirer, mais ils ne sont pas... Voilà, donc à côté des cavaliers et des nobles, donc ils commencent par massacrer les archers, donc ils les massacrent, et puis après les Anglais, ils ne valent plus rien, parce que la cavalerie anglaise lourde à côté de la cavalerie française, elle vaut zéro.
Donc c'est une lourde défaite pour les Anglais. Et derrière, on va développer l'artillerie. Et donc c'est là que la France a toujours été dominée par les Anglais du fait d'une idéologie de la guerre un peu absurde. Ouais. Hein, un peu absurde, qui a fait ses preuves. La cavalerie lourde a fait ses preuves contre les Arabes, qui n'avaient que des cavaleries légères. Mais quand même, les Arabes ont réussi à vaincre les croisés. Hein? À Poitiers? Non, je parle en Palestine. Ah, d'accord. Oui, d'accord, à l'époque des croisades, d'accord. À l'époque des croisades. Et donc, les croisés combattaient 1 contre 10 avec leur cavalerie lourde, les Arabes, jusqu'au moment où Salah ad-Din il fait l'unité et il arrive, donc les autres toujours imbus d'eux-mêmes, il les encercle à Hattin au plein mois de juillet, sous leur truc, et puis donc ils sont encerclés, ils n'ont plus à boire, ils crèvent sous le soleil, et puis ils les arrosent de flèches, et puis ils meurent tous, quoi. Voilà. Donc eux, ils ont compris des Arabes qu'il ne fallait pas les affronter en bataille rangée, les Francs. Oui, certainement. Mais il fallait faire autre chose. Donc là, on va passer à 3 à l'arme à feu. Oui. Et donc... avant qu'on fasse la pause, parce qu'il y a... Et donc, là, on a le 3-2, qui est l'arme de la guerre de 100 ans. Alors, c'est quel... et qu'on voit déjà pas mal autour des remparts d'Orléans. C'est le Veuglère. Alors ça, c'est pas dans ce dossier-là. Je ne sais pas si on a le temps de passer un tir de Veuglère, mais on n'a peut-être pas le temps. On verra ça. Tout ce qu'on sait, c'est que le canon Veuglère est un canon... dit Lagueuse. Qui se charge par la culasse. En fait, c'est une boîte. Tu vois. Donc, on a plusieurs boîtes qui sont des cylindres dans lesquels on a mis de la poudre. On a mis le boulet en fonte de fer, tu vois. Et donc, on va le mettre, l'enquiller dessus et le pousser. Il y a un petit décrochement et on va le pousser avec un coin de bois, un coin de bois qu'on va taper. Bon, c'est pas très étanche, mais c'est efficace puisque ces engins tirent quand même 3 coups à la minute, ce qui est quand même beaucoup. 3 coups à la minute. 3 coups à la minute. Et donc, il y a un système de visée. Et donc, ce sera le canon de base des frères Bureau. Et à la bataille de Castillon, les frères Bureau vont pouvoir en aligner 2 ou 3 000 des canons. Ah ouais, là, ça vaut le coup, alors, il y a le canon Veuglère et la bataille de Formigny, c'est la Coulevrine à main. La Coulevrine à main, qui est 3-4. Alors, la Coulevrine à main, qui est l'ancêtre de l'arquebuse. D'accord. Donc, elle tire des balles de plomb, c'est encore assez lourd, mais elle a déjà un fût en bois, et la crosse se tient sous le bras. Alors, il n'y a pas encore de... C'est quoi qui va faire la différence avec l'arquebuse? Parce que tout ça avec l'arquebuse, elle a l'épaule. Ah, d'accord. Elle a l'épaule. Mais donc, les premières... Parce que les arquebusiers, on les a vus poser des trucs. Oui, ils posaient. Bien sûr, on va lui montrer ça. Là, les premières coulevrines à main, il faut être 2. Il y a un autre qui boute le feu. D'accord. Voilà. Alors, et puis après, on va mettre une mèche. Pour le développement, parce que juste avant la pause, voilà, pour expliquer le développement des armes à feu. Parce que ça va, c'est quand même la grande révolution. Donc si vous avez 3 heures, je peux vous faire là-dessus. Non, mais juste en quelques secondes pour dire le. Non, parce que c'est la grande révolution. On est quand même passé du Moyen-Âge, on est déjà aux armes à feu. Donc c'est révolution totale dans l'art de la guerre. À partir de là. Et à partir de 1400, à partir de Orléans. Jeanne d'Arc. Donc ça veut dire que le grand développement des armes à feu, c'est le 15e siècle, 14-15e siècle. Non, 15e siècle. 15e siècle. Bon, ça commence au 14e siècle, mais c'est pas très efficace. Donc pour être clair, la poudre à canon, ça vient de Chine. Alors, c'est un détournement on a l'habitude de dire que c'est... Alors, moi j'ai entendu dire que c'était pas tout à fait vrai, que les Chinois n'utilisaient
que cette poudre à canon à des fins de feux d'artifice, de fêtes, de temples, parce que semble-t-il, ils avaient aussi des canons de l'autre côté, ils fabriquaient des... Alors, il y a eu une évolution, ils fabriquaient des canons aussi, mais bien évidemment, la poudre à canon vient de Chine, ils en mettaient dans les tubes de bambou, puis ils mettaient des lances dedans, hein, ou alors ils s'en servaient de lance-flammes. Hein. Donc la poudre à canon, c'est 75% de salpêtre. Du salpêtre. Le salpêtre, c'est du nitrate de potassium, hein, KNO3. Qu'on trouve à peu près partout, le salpêtre. Alors le salpêtre, c'est... Alors, c'est 75% de KNO3 et les autres 25% par moitié, c'est du charbon de bois et du soufre. Donc, c'est un système d'explosion carburant-comburant. C'est-à-dire que le salpêtre lui-même, il brûle, il fuse, mais il n'est pas capable de produire suffisamment de gaz pour expulser la munition. Hein. Bon. Puisqu'en fait, c'est quoi ce truc-là? C'est comme une sarbacane. Hein, c'est-à-dire que c'est un endroit où tu mets un gaz sous pression qui va éjecter un projectile. Un projectile. Hein. Donc, pour que ça fonctionne, il faut une réaction exothermique, chimique, exothermique, en général d'oxydoréduction, c'est-à-dire une oxydation rapide d'un carbone ou d'un soufre, le carbone qui va se transformer en CO2 et le soufre en SO3. Les deux molécules de carbone et de soufre sont des molécules qui sont forcément réductrices, c'est-à-dire qui vont prendre de l'oxygène, hein, et qui vont s'oxyder. Enfin, elles s'oxydent en étant réductrices, c'est-à-dire elles font faire passer l'atome d'oxygène du NO3 qui est instable et qui va devenir de l'azote, hein, c'est-à-dire les trois atomes d'oxygène vont passer au soufre. Ça, c'est une réaction extrêmement exothermique et qui produit beaucoup de gaz. D'accord. Hein, et surtout de la fumée. C'est un gaz fumé. Hein. Donc ça, c'est la poudre noire. La poudre noire. Et donc, petit à petit, on va améliorer ça. Et donc, il faut broyer tout ça finement pour que ça marche très très bien. C'est dangereux de broyer tout ça dans un mortier, mais bon, c'est comme ça. Donc, cette poudre vient de Chine, bien sûr, peut-être par les Arabes, par les Perses. Donc, en général, la voix des Chinois, c'est Chinois, Arabes, Perses, Occident, Européens. Souvent par Venise, qui travaille beaucoup avec les Arabes, semble-t-il. Les Arabes, eux, ils commerçaient, ils avaient leur base à Canton. Oui. Donc les Arabes, c'est eux qui faisaient le trait d'union entre la Chine et l'Occident. Et c'est bien pour ça que les Occidentaux vont ravir ce commerce avec les Portugais, les Espagnols, et contourner ce commerce. Et donc là, cette coulevrine se tient sous le bras, tandis que l'arquebuse, elle se tient épaulée. Et puis là, on commence à avoir un mécanisme avec une mèche. Hein, une mèche lente, donc on va fabriquer des mèches lentes qui vont bouter le feu dans le trou, et puis ensuite on va inventer le bassinet qui est au-dessus du trou, c'est une petite cupule dans laquelle on met de la poudre, et donc on va bouter le feu d'une façon meilleure. Donc là, sous Charles VII, il y aura déjà des troupes d'arquebusiers, tu vois, la 3-5, des troupes de coulevriniers, hein, sous Charles V et Louis XI. Hein, il y a vraiment des troupes spécialisées en armes à feu dans les compagnies d'ordonnance. Donc c'est des gens entraînés et qui ne font que de l'arme à feu, hein, soit du canon, soit de la coulevrine. D'accord. Hein, et donc ces gens-là vont passer au XVIe siècle à 3-6, tu vois, à l'arquebuse, qui est cette coulevrine à main, mais au lieu qu'elle se mette sous le bras, il y a une crosse de telle sorte qu'il y ait une ligne de mire. Oui, voilà, okay. Hein, c'est pour ça qu'il y a une crosse, qu'il y a une ligne de mire. Et après, quand il y a ça, le gros problème, c'est à chaque fois que tu tires, ça se relève. Ça se relève parce que tu as un recul. Tu
tu as un recul, et comme on voit, il y a un couple. Si tu veux, la tenue de l'arme est sous la ligne, parce que quand tu expulses le gaz, il y a un phénomène de réaction. Donc c'est le gaz en fusant qui fait la réaction. Et c'est le gaz en fusant qui fait la détonation. Hein, ce qu'on entend, c'est que le gaz qui sort du tube franchit la vitesse du son, le gaz lui-même. Ça fait une onde de choc. C'est pas le projectile. Donc c'est pour ça qu'après on inventera des silencieux qui se remettent au bout du tube, hein, et qui empêchent l'onde de choc de se propager. Et maintenant, on met des crosses dans l'alignement du tube. Tu vois, hein, ce qui empêche l'arme de se relever de cette fameuse Kalachnikov. Quand tu tires 2-3 coups, puis après c'est foutu. C'est ça le gros problème. Bon bah écoute, on fait une petite pause parce que c'est l'heure. T'as pas voulu quand j'en amène une. Bon, et bah, puis, tant pis. Ouais, on va éviter les Kalachnikov, ils sont déjà assez excités comme ça. Alors, la régie elle est prête. Et bien sûr, évidemment, quelle question. On fait la petite pause et on revient juste après. À vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne. Voilà, alors pour tous ceux qui me demandent, oui, de mettre les titres des vidéos, je vous signale qu'il y a plus de 6000 vidéos, donc elles n'ont pas toutes le titre, parce que, pour des raisons que vous pouvez bien comprendre, parce que vous avez jamais mis un titre sur une vidéo. Parce que, ouais, faudra incruster les titres. Bon, ben on va l'embaucher Pipo. Avec un nom pareil, en plus Pipo, j'avais même... Bon. Alors Alain, où est-ce qu'on en était dans cet arbre de la guerre? Parce que, voilà, il va falloir avancer parce que à la fin de la guerre de 100 ans, oui. Donc la France renverse complètement la situation dans tous les domaines. Hein. On a vu de la guerre, c'est de l'idéologie, et que l'arme à feu prend le pas puisque on gagne la guerre de 100 ans grâce à des armes à feu, et comme il n'y a plus de nobles, on gagne et la guerre de 100 ans grâce à des bourgeois et à des manants. Puisque les nobles n'ont pas le droit, s'ils n'ont pas le droit de toucher à des arcs, ils n'ont certainement pas le droit de toucher à des canons et des armes à feu qui sont des armes de vilains par excellence. Donc l'arme à feu va se développer à partir de cette moitié du XVe siècle et passer de la coulevrine à main à l'arquebuse et de l'arquebuse au mousquet. Oui. Alors, donc là, c'est toujours le même système, arquebuse, mousquet, coulevrine. Donc on a une platine à mèche, hein, donc on a une mèche lente qui va enflammer la poudre qui est dans un bassinet, une petite cupule, et puis bouter le feu et créer ce gaz qui va exploser avec cette poudre noire qui fait beaucoup de fumée. Donc, derrière... C'est qui les pays les plus spécialisés en Europe, d'ailleurs, dans ça? Les grands pays, l'Allemagne, hein, qui ont toujours été des bons mécaniciens. Encore, c'est les Allemands. L'Allemagne, la Suisse, la France, hein, qui va développer ses armements. Hein. Et ça vient donc plus de ce coin-là. Alors, l'Allemagne, France, et ça va se répandre après dans tous les pays d'Europe, mais... le cœur, on va dire, de ceux qui vont plus... Oui. Mais enfin, chaque pays aura son armement. Très vite. Il n'y a pas... Même les Italiens ont leur armement, voilà. Il faut dire que l'arquebuse va beaucoup se développer au Japon. Donc c'est au Japon que l'arme à feu va prendre le plus. D'accord. Hein, bon, ben voilà. Voilà. Et les Japonais vont copier les arquebuses au XVIe siècle. Et il y aura des grandes batailles sanglantes au Japon... avec des armes à feu japonaises. Voilà. Après, la mèche, il y a deux types de mise à feu. Il y a 3-7, le pistolet à rouet. Alors là, c'est trop compliqué, ça. On ne fera pas beaucoup de fusils. Hein. En fait, l'histoire, maintenant, c'est de faire des étincelles pour mettre le feu à la poudre qu'il y a dans le bassinet. Donc, on va faire des étincelles c'est un peu comme le coup du briquet, si tu veux. Hein. C'est un rouet qui va tourner sur un bout de silex. Tu vois, créer alors là, donc, on remonte le rouet avec une clé. Hein, puis quand on appuie sur la détente, le truc, il tourne.
Et donc le chien, il descend sur le rouet, ça fait une étincelle, ça met le feu au bassinet. Mais ça, c'est des armes trop compliquées, trop chères. Ce sera un peu une voie de garage. Alors, ce qui va être pendant très longtemps, pendant plusieurs siècles, c'est ça. Hein, ce système avec le chien. Et puis, ici, alors là, on a un chien sur lequel on met un bout de silex. Hein, c'est un vrai chien d'ailleurs, ça ressemble à un chien. C'est pour ça qu'on appelle un chien, ça va rester comme étant le chien d'une arme. D'accord. Hein, c'est marrant parce que oui, ça ressemble à un chien. C'est un chien, et là-dedans on met un bout de silex. Alors attends, c'est laquelle? C'est la 3, 8. Alors attends, je fais la bête. Voilà. Donc ça ressemble à un chien, évidemment. Alors indique-nous là un peu ce qu'on voit. Le 1, c'est le chien. Alors, le 1, c'est le chien. Le 2, c'est une platine striée. Ça a un nom, je ne me souviens plus, ça va revenir. Hein, ici, le 3, le 4, c'est le bassinet. Et ça couvre ici le bassinet. Alors, quand on appuie sur la détente, le chien va taper sur cette pièce, là, hein, qui va en même temps se soulever. Hein, donc va créer une étincelle, tu vois, ça va créer une étincelle à la base, ça va se soulever et ça va découvrir le bassinet en même temps, tu vois. D'accord, oui, oui. Tu vois le système. Ouais. Donc là, pour que ça marche, donc tu pousses la platine 2 en avant, ça découvre le bassinet, tu mets de la poudre dedans, tu vois, et tu refermes. Tu peux rester comme ça un moment. Enfin, s'il pleut beaucoup, la poudre est mouillée quand même, hein, ça marche pas. Hein. Et puis, tu tires sur le chien, et puis donc tu vises, tu appuies sur la détente, et puis tu as ce système d'étincelles qui se crée. Et donc ça, ce système est inventé mi-XVIIe siècle, et va rester... Les armées de Napoléon sont équipées de ce système-là. Si tu veux, ça équipera les armées, c'est après le fusil à piston jusqu'à 1830 ou quelque chose comme ça. Tu vois, hein, donc ça va durer très très longtemps, ce système d'armes à feu. Alors, hein, il faut charger avec le canon du fusil. C'est un peu lent. Comme système, et c'est aléatoire. Elle doit pas être très réactive l'arme, parce que c'est tu dois tirer comme ça et ça tire après, quoi. C'est ça que je veux voilà, dire. voilà, ça tire, ça fait un grand nuage de fumée. Ouais, ça fait une grosse fumée en plus. Une grosse fumée, et puis comme là, il y a aussi la mise à feu dans le bassinet, tu vois, le tireur il voit plus rien. Donc comme il voit plus rien, de toute façon après il faut qu'il charge son arme. Le temps qu'il charge son arme, il revoit le truc. Donc ça va durer longtemps. Et donc, les gens ont des cartouches. Alors, ce qu'on appelle la cartouche, ça vient de carta, c'est un terme italien, dans lequel on a attaché des doses de poudre avec la balle. Hein, donc, le système, c'est que le sac de papier, on l'arrache avec les dents, on vide la dose de poudre dans le canon, hein, et on pousse la balle avec le carton. Et on le pousse avec comment que je sais plus comment que ça s'appelle, enfin la tringle, tu vois, qui pousse le truc, hein, tu vois, la tige de métal qui sert à pousser le tout dans le canon. On les voit, ils rechargent comme ça, voilà. Ça va durer longtemps ce système. Voilà. Bah, ça dure, ils ont tiré, donc ils prennent leur truc, ils décrochent ça, ils arrachent, ils mettent la poudre, ils mettent le reste, ils font avec la boule de papier, ils prennent la baguette, ils tassent, ils remettent la baguette, et voilà. Donc c'est pour ça que dans les armées, il y a plusieurs rangs. Hein, il y a plusieurs rangs donc, dans les batailles, donc il y a un rang qui tire, et puis tu as un autre rang qui vient devant, et qui va tirer, et en face, il y a les mêmes. Donc c'est des batailles assez meurtrières, celles du XVIIIe siècle, où on se fusille les uns les autres à faible distance. Hein. On dit la bataille de Fontenoy, messieurs les Anglais tiraient les premiers, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, c'est comme ça. Hein.
c'est des batailles un peu sans stratégie, où c'est la puissance de feu. Il y a l'artillerie qui commence à venir, avec des sacs à billes. Hein, donc, au lieu de mettre un boulet, on met un sac avec des billes. Donc, et puis, on balance tout ça dans la foule. Ça fait des dégâts. Donc, ça fait quand même pas mal de morts. Donc,